Alors, il ne reste qu'un mois avant la fin de l'année et je sais que pour beaucoup, c'est l'occasion pour se dire bon, ça va, l'année elle est terminée, je vais tout lâcher et au début de l'année, je vais reprendre les choses en main. Mais j'aimerais vous proposer autre chose. Pourquoi ne pas profiter de ce mois qui nous reste, de cette fin d'année, pour finir l'année en beauté et pour commencer la nouvelle année sur de bonnes bases? Si vous êtes partant, aujourd'hui j'aimerais vous parler de perspectives, d'outils et de petits challenges à faire pour ce mois de décembre pour qu'on puisse bien finir cette année 2024 et bien commencer l'année 2025, parce que franchement, si vous commencez sur aucune base ou sur des bases qui ne sont pas, ou sur des fondations qui ne sont pas bien solides, on aura du mal à mettre de bonnes habitudes ou de bonnes résolutions ou atteindre ses objectifs si à la base déjà c'était pas très bon. Mais si on arrive à mettre une bonne base comme ça sur laquelle on va commencer 2025, j'espère que ça va beaucoup mieux se passer ainsi. Alors la première chose à faire que je trouve très importante, en fait ce qu'on fait généralement, c'est que à la fin de l'année ou au tout début, on se fixe une liste d'objectifs ou de bonnes résolutions pour l'année. Et si on a de la discipline, on va revoir ces objectifs et essayer de les accomplir durant l'année. Sinon, on va les revoir qu'à la fin de l'année pour voir si on peut en cocher quelques-uns ou pas. Mais au fond, ça, ce sont des objectifs à court terme, donc qui ne sont à accomplir que durant l'année ou peut-être même 2 ans. Mais moi, j'aimerais que vous vous penchiez plutôt sur vos objectifs ultimes. Imaginez un petit peu que vous êtes à la fin de votre vie et que vous êtes en train de revoir votre vie comme ça dans l'ensemble. De quoi est-ce que vous voudriez être fier? Quels sont les objectifs? Vous allez vous dire, je suis drôlement fière d'avoir accompli ça. Donc réfléchissez à ces objectifs ultimes. Et quand je vous dis des objectifs ultimes, ça ne veut pas forcément dire un objectif grandiose. C'est un objectif que vous avez. Loin des injonctions de la société, loin des injonctions de votre famille, de vos proches, de quoi que ce soit. C'est vraiment ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai plein d'objectifs ultimes, mais ceux que je pourrais partager avec vous, par exemple, c'est qu'un de mes objectifs ultimes serait d'abolir la galoufa en Algérie. Je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous ne connaissez pas, et vous devriez vous renseigner, c'est quelque chose d'horrible qu'on fait aux animaux en Algérie, aux animaux errants. Donc vraiment c'est mon but ultime de participer en fait à l'élimination de ça définitivement. Un de mes gros projets dans la vie, c'est d'avoir justement un refuge pour les animaux errants, les animaux qui sont malades, les animaux qui ne sont généralement pas adoptés, etc. Et sinon, par exemple, j'ai un autre objectif d'offrir la meilleure vie à ma maman. Bref, ce sont plein de petits objectifs comme ça que j'ai qui sont mes objectifs ultimes. Qui, je sais, par exemple, je vais pas pouvoir peut-être les accomplir dans l'année à venir, en 2025, mais en les ayant comme ça en vue, je vais me dire qu'est-ce que je peux faire pour cette année, justement pour m'en rapprocher. Et je vous propose de faire la même chose. Ensuite, j'aimerais vous proposer quelques petits challenges. Alors, on pourrait par exemple créer un groupe sur Instagram et se motiver mutuellement pour le faire tous les jours. Ou si vous avez d'autres idées, où est-ce qu'on pourrait communiquer au quotidien, se créer un petit groupe et se motiver au quotidien, dites-le moi dans les commentaires et on fera ça. Mais en gros, le premier challenge que j'ai à vous proposer, en fait récemment j'ai fait une relecture du livre The Happiness Equation, qui est un excellent livre en passant que je vous recommande vivement. Et l'auteur en fait de ce livre, il avait commencé par l'écriture d'un blog qui s'appelait 1000 Awesome Things, je pense que c'est ça, où en gros il écrivait tous les jours quelque chose qu'il trouvait génial, et ça pendant 1000 jours, donc à la fin il avait 1000 choses géniales. Enfin j'essaie de traduire ça approximativement. Et du coup le challenge serait également d'écrire 1000 choses que vous trouvez géniales dans la vie, mais le challenge est encore plus challengeant puisqu'on va le faire je poste cette vidéo le 2 décembre, donc il restera que 29 jours, ce qui veut dire que si on fait le calcul, on doit écrire 35 choses géniales par jour.
Je vais vous donner un exemple. C'est très simple, je suis sûre que vous allez pouvoir trouver 35 choses géniales par jour. Par exemple, si j'avais à les écrire là tout de suite, déjà je vais penser à ma journée, mais en général. Par exemple, la première gorgée de café le matin. Rentrer à la maison et trouver la vaisselle propre faite par mon conjoint. Mes chats qui viennent s'asseoir sur moi à chaque fois que je suis assise quelque part dans la maison. Un chapitre d'un livre qui se termine avec un cliffhanger. Trouver un long message de ma meilleure amie. Bref, je crois que vous avez compris quelles sont les choses que vous trouvez absolument géniales, des choses que vous appréciez, des choses qui vous font plaisir, et essayez de noter 35 choses comme ça par jour. Et ça peut même être des objets, comme par exemple mes écouteurs sans fil, mon thermos dans lequel je prends mon café le matin et mon café reste chaud jusqu'à 11h. Je sirote mon café au boulot de 8h à 11h et mon café il reste chaud dedans et du coup le goût est vraiment différent que quand le café commence à refroidir. Bref, ça peut être des objets, ça peut être des petits moments, n'importe quoi, du moment que vous appréciez ça. On va continuer un petit peu avec les challenges d'écriture. Le second serait d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant tous les jours. Alors, il ne faut pas confondre les 2 exercices que je viens de vous donner. Le premier, oui, ce sont des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, mais ce sont surtout des choses que vous trouvez absolument géniales dans la vie. Et le second exercice de la gratitude, c'est quelque chose pour lequel vous êtes profondément reconnaissant. Et encore une fois, à chaque fois, avec la gratitude, c'est très important de ressentir la gratitude, de ressentir l'émotion. Donc vous allez noter juste 3 fois. Si vous voulez vraiment faire un supplément, vous pouvez faire 3 choses le matin et 3 choses le soir, mais sinon ça ira avec 3 gratitudes du soir. Vous allez les noter. Ça peut être des choses qui se sont passées durant la journée pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou des trucs en général. Et le 3e exercice d'écriture, c'est The Morning Pages ou les pages du matin. Ça vient du livre de The Artist Way, je pense que je vous en ai déjà parlé. Et en fait, l'exercice consiste à écrire 3 pages le matin. Et je sais que vous allez me dire, mais qu'est-ce que je vais écrire moi 3 pages le matin? Qu'est-ce que je vais écrire? Et justement, c'est ça. Vous ne réfléchissez pas à ce que vous allez écrire, vous allez tout simplement écrire ce qui vous passe par la tête. Et c'est très important de le faire le matin, peu de temps après le réveil, parce que c'est à ce moment-là où on est un petit peu dans un état où on n'a pas encore, nos biais cognitifs ne sont pas vraiment bien réveillés, notre jugement est un petit peu, en fait nos gardes ne sont pas là en fait pour censurer ce qu'on pense ou ce qu'on ressent, et du coup on va avoir beaucoup plus de facilité à écrire ça, et ça va vraiment vous permettre non seulement de déceler peut-être des schémas de pensée, de déceler et de comprendre ce que vous ressentez, mais des fois vous allez avoir des idées que vous n'auriez pas pu avoir autrement. Donc vous prenez votre carnet et vous commencez tout simplement à écrire. Ne réfléchissez pas à ce que vous allez écrire, ne réfléchissez pas à la grammaire, à la syntaxe et à l'orthographe. Vraiment, personne ne va lire ça. C'est juste pour un petit peu vous libérer de l'espace mental et pouvoir peut-être analyser ce que vous avez écrit, et ça pourrait peut-être vous aider. D'ailleurs, je vous montre parce que j'ai un carnet sur lequel je vais faire, et j'ai pas triché, j'ai pas commencé le 1er décembre, je vais commencer avec vous le 2 décembre. Donc, je vais vous montrer le carnet que j'utilise. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'écrire comme ça sur un carnet, mais petit bonus si vous avez un carnet qui est tout joli comme celui-là. Et en fait, je fais mes 3 exercices là-dedans. Et vous pouvez le faire sur votre téléphone, à l'écrit, dans une application de notes. Mais si vous n'avez pas envie d'écrire, vraiment, vous pouvez le faire en mémo vocal, en fait, sur votre téléphone. Et maintenant qu'on a fini avec nos exercices d'écriture, nos challenges d'écriture, on va sceller tout ça avec un dernier challenge, et après on passe à autre chose, qui est la méditation. 5 minutes. 5 minutes par jour, c'est quoi 5 minutes? Je suis sûre que vous pouvez trouver 5 minutes, mais la clé en fait avec tout ça, c'est qu'il faut leur assigner un temps et les introduire à votre routine. Donc la méditation pour méditer, parce qu'on est tous on a beaucoup de bonne volonté, mais au final on fait pas les choses parce que on n'y pense pas. Mais si par exemple le matin, vous allez attacher ce nouveau challenge, cette nouvelle habitude à une habitude déjà bien établie. Chaque matin, vous vous brossez les dents. J'espère que vous vous brossez les dents chaque matin. Donc pourquoi pas méditer juste après vous être brossé les dents. Ou peut-être le soir. Le soir, vous vous brossez les dents aussi, j'espère. Pourquoi pas tous les soirs, après vous être brossé les dents, vous vous posez et vous méditez. Allez, si vous pouvez pas faire 5 minutes, franchement 2 minutes, vous pouvez faire 2 minutes. 2 petites minutes de méditation, croyez-moi, ça est la régularité. Parce que méditer 1 heure
une fois par semaine et méditer 2 minutes tous les jours, vous aurez beaucoup plus de bénéfices si vous méditez 2 minutes tous les jours. La régularité, c'est la clé pour la méditation. Vous pouvez faire des méditations guidées, vous pouvez faire juste des exercices de respiration, des exercices de relaxation, bref, du moment que vous prenez ce petit temps pour vous relaxer et pour vous recentrer sur le moment présent. Donc si on prend tous ces challenges combinés, ça va pas vous prendre plus de 20 minutes. Donc pourquoi ne pas essayer de, par exemple, arrêter les écrans à 19 h. De cette manière, vous allez pouvoir dormir un petit peu plus tôt et vous réveiller un petit peu plus tôt pour avoir une vingtaine de minutes pour pouvoir faire votre écriture de 35 choses géniales, de la gratitude, des morning pages et vos 5 petites minutes de méditation. Ensuite, dans son livre The Happiness Equation, il y a une autre idée que j'ai trouvée très sympathique. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler du livre des Ikigai. Et en fait, l'ikigai, c'est un petit peu la raison de vivre, la raison pour laquelle on se lève le matin. C'est un petit peu quelque chose qui est le croisement entre nos passions, ce qu'on sait faire, etc. Bref, il y a un schéma que je vous mettrai ici. Mais ça, c'est pas l'important. Moi, en fait, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir un seul ikigai dans la vie, comme je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir une seule carrière dans la vie. On peut changer, on peut évoluer, on peut avoir plusieurs intérêts et nos intérêts peuvent changer puisqu'on grandit, on évolue et on change. Et donc, je pars du principe qu'on n'a pas nécessairement un seul ikigai, mais qu'on peut déterminer nos ikigai en ce moment ou bien déterminer celui qu'on a en ce moment. Et l'auteur, ce qu'il racontait dans son livre, c'est qu'avec sa femme, ils ont acheté des petites cartes et sur lesquelles ils ont écrit leur ikigai du moment. Et ils les ont mis sur leur table de chevet parce que l'ikigai, c'est un petit peu la raison pour laquelle vous vous réveillez le matin. Et donc, quand vous vous levez le matin et vous avez ce petit rappel de pourquoi vous vous levez, pourquoi vous travaillez, ben c'est un petit peu motivant. Et l'ikigai, ce n'est pas forcément quelque chose de grandiose. Ça peut être juste un petit truc qui, en ce moment, vous donne de la motivation, quoi. Donc ça pourrait être, je sais pas, quelque chose par rapport à votre carrière, ça pourrait être juste prendre soin de sa famille, prendre soin de soi, prendre soin de ses chats, ça pourrait être, je sais pas, faire quelque chose de créatif, écrire un livre, faire de la photographie, bref. Et vous pouvez bien entendu romantiser ça en lui donnant vraiment du sens. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes enseignant, je pense souvent à ce boulot parce que je le trouve hyper important vu l'impact qu'on a sur les enfants. Et du coup, votre ikigai, ça pourrait être justement l'impact que vous avez sur ces enfants qui plus tard seront adultes et qui seront impactés en fait par votre passage dans leur vie. Donc vous pouvez donner du sens et non pas simplement écrire la chose en elle-même, mais écrire le sens derrière cette chose que vous faites et son impact justement sur les autres, sur vous ou sur la vie de manière générale. Et encore une fois, je pense que l'ikigai, ça peut changer. Donc n'hésitez pas à le changer quand vous trouvez que votre ikigai du moment a changé. Ou si c'était finalement un projet et que le projet est terminé, vous passez à autre chose avec un nouvel ikigai. Je vais certainement faire ça. D'ailleurs, je pense cette semaine, je vais me prendre des petites cartes avec mon conjoint. J'aimerais bien faire l'exercice avec lui. Et on va s'écrire nos petits ikigai sur nos cartes et les mettre sur nos tables de chevet. Quoique lui, il n'a pas de table de chevet, mais c'est pas grave. Ensuite, qui dit décembre dit fête de fin d'année. Et même si pour beaucoup, c'est synonyme de joie, de partage et de célébration, je sais que pour beaucoup d'autres personnes, c'est synonyme de stress, de solitude ou encore de querelle. Et donc, c'est très important d'apprendre à gérer un petit peu nos rapports aux autres, surtout quand les autres viennent vers nous avec beaucoup de négativité. Et c'est drôle parce que aujourd'hui j'ai eu un commentaire, un long pavé sur ma chaîne, un commentaire très négatif d'une personne en fait qui m'attaquait mais d'une manière... En fait cette personne disait des trucs dont elle n'avait aucune idée, c'est-à-dire qu'elle me disait que j'étais triste, que mon mari était triste, que j'ai de mauvaises habitudes, que je ne suis pas chez moi maintenant que je suis au Canada, que j'ai un maigre salaire, je sais pas d'où est-ce qu'elle connaît mon salaire, bref, elle me disait plein de trucs comme ça sur ma vie qui ne sont pas vrais et à chaque fois que je vois en fait ce genre de personnes, je reçois
j'en suis très reconnaissante, très rarement des commentaires négatifs sur ma chaîne, mais de temps en temps, surtout quand j'ai beaucoup de vues, c'est vrai que j'ai 1 ou 2 commentaires négatifs et généralement ce sont des personnes qui attaquent des trucs qui n'existent même pas sur moi et sur ma vie. Et en fait, j'ai beaucoup de compassion vers ces personnes parce qu'il faut vraiment avoir une vie drôlement triste pour prendre le temps d'aller attaquer une personne qu'on ne connaît pas sur des choses qui en plus ne sont pas vraies. Donc je compatis parce que ces personnes doivent vraiment faire face à des choses horribles dans leur vie pour qu'elles soient aussi aigries, pour qu'elles veuillent comme ça partager la haine qu'elles ressentent ou qu'elles subissent. Et dans le livre, encore une fois, beaucoup de choses dans cette vidéo sont inspirées de ce livre que j'ai lu récemment, The Equation of Happiness. Il parlait d'une histoire de Bouddha. Bon, je vais essayer de vous raconter approximativement l'histoire. Mais en gros, il y avait un enseignant qui est allé le voir. Il était absolument furieux parce que voilà, il y avait des gens qui allaient prendre les enseignements de Bouddha, etc. Et qui est rentré, qui a commencé à lui crier dessus, à lui dire tu es stupide, tu ne devrais même pas enseigner, tu n'es pas formé pour, et tu es stupide, tu n'as rien à apporter aux autres, etc. Bref, il lui a dit comme ça plein de méchanceté. Et quand il a fini, Bouddha lui a dit est-ce que je peux te poser une question? Il lui a dit oui. Il lui a dit est-ce que des fois des gens viennent chez toi? Il lui a dit oui. Il lui a dit est-ce que tu leur proposes quelque chose à manger, quelque chose à boire? Il a dit oui, bien sûr que je leur propose quelque chose, cela va de soi. Il lui a dit d'accord. Et est-ce qu'ils acceptent toujours? Il lui a dit oui, la plupart du temps. Est-ce qu'ils ont le droit de refuser ce que tu leur proposes? Il a dit oui, bien sûr qu'ils ont le droit de refuser. Il lui a dit du coup, quand ils refusent ce que tu leur offres à manger et à boire, ce que tu leur as offert à manger et à boire, ça appartient à qui? Est-ce que ça leur appartient à eux ou ça t'appartient à toi? Il a dit ben c'est logique, ça m'appartient à moi. Il lui a dit ben c'est la même chose. Avec toutes les critiques que tu viens de me donner, toute la négativité que tu viens de me donner, comme si tu m'offrais quelque chose à boire ou à manger, je ne l'accepte pas. Et du moment que je ne l'accepte pas, ben ça te revient à toi et ça ne t'appartient qu'à toi. Et je vais essayer de vous lire le passage parce que je l'avais noté. Bon, je retrouve plus le passage, mais en gros, il lui disait que il disait en fait que quand une personne vient avec de la négativité, quand elle vient avec des critiques, quand elle vient avec de la colère, quand elle vient avec de la haine, quand elle vient avec des insultes, en fait, si vous lui répondez, ça veut dire que vous acceptez ce qu'elle est en train de vous donner et que vous, en fait, vous êtes en train de consommer ce qu'elle vous a donné et vous êtes en plus en train de partager sa compagnie. Mais si vous trouvez que cette personne n'est pas digne de votre compagnie et que vous n'acceptez pas ce qu'elle vous donne, ben en fait, sa compagnie et ce qu'elle a à vous donner, ben ça lui appartient et ça ne vous affecte pas. Et c'est la même chose. En fait, quand j'ai des commentaires négatifs comme ça, ce que je fais, c'est que même si j'en ai très envie, même si j'ai envie de répondre à ces personnes parce que ce qu'elles disent c'est faux, parce qu'elles n'ont pas le droit de me parler comme ça, mais si je leur réponds, déjà, c'est très difficile de rester gentille et bienveillante quand une personne nous attaque, de 1. De 2, si je leur réponds, ça veut dire que je leur donne de mon temps, ça veut dire que j'accepte leurs commentaires. Et moi, ça, je refuse. Si une personne vient s'adresser à moi aussi méchamment, je ne vais pas lui adresser la parole, je ne vais pas interagir avec elle, je ne vais pas lui répondre. Et vous l'aurez peut-être remarqué, je réponds à tous mes commentaires sans exception. Mais quand c'est un commentaire méchant, la seule interaction que vous aurez de ma part serait de signaler votre commentaire comme harcèlement ou comme commentaire méchant ou peu importe. Et je fais la même chose dans la vraie vie. Quand une personne vient me parler avec haine en me critiquant, et je sais que c'est pas des critiques constructives parce qu'il faut faire la différence quand une personne vient avec de bonnes intentions, mais même quand la personne vient avec de bonnes intentions, si comment en fait elle véhicule son message, ce n'est pas de la bonne façon, ben ça ne justifie pas finalement ses bonnes intentions. Mais en bref, ce que j'essaie de vous dire, il y a une autre métaphore que j'ai lue quelque part, j'ai oublié où. C'est celle du bateau qui navigue sur un océan de négativité. Le bateau, il pourra naviguer sur l'océan de négativité pendant des milliers de kilomètres. En fait, il ne lui arrivera rien, il ne pourra jamais couler, peu importe combien de négativité il y a dans l'océan. Mais il suffirait d'une toute petite brèche de quelques millimètres qui laisserait entrer un tout petit peu d'eau de l'océan et à long terme, ça pourrait faire couler le bateau. Donc la négativité, du moment que vous ne la laissez pas entrer en vous, s'immiscer dans votre être, dans votre vie,
ben finalement elle ne peut pas vous faire du mal. En fait, la négativité des autres n'a de pouvoir sur vous que si vous l'acceptez. Et moi, c'est à chaque fois ce que je me dis quand une personne comme ça est en colère ou qu'elle est méchante avec moi, qu'elle m'insulte, peu importe, je me dis, je n'accepte pas ça. Et je n'accepte pas ça, ça veut pas dire « Ah, je n'accepte pas et je vais lui répondre, et je vais la remettre à sa place et je vais lui montrer qui je suis, etc. » Non, ça veut dire que juste, je n'accepte pas ce qu'elle me dit. Et ça veut dire que je n'interagis pas, que je ne réponds pas, que je ne lui donne pas de mon temps parce qu'elle n'est pas digne de mon temps, elle n'est pas digne de mes paroles, je n'ai absolument rien à lui dire et donc je l'ignore tout bonnement. Je sais que quand c'est des proches, des fois c'est dans un contexte comme je vous ai dit, peut-être pendant un dîner de famille ou autre, ça peut être un petit peu plus délicat, mais la meilleure chose à faire restera toujours de ne pas répondre à la personne avec autant de négativité qu'elle vous approche. C'est-à-dire que si une personne vous fait vraiment un commentaire déplacé et que vous avez envie de répondre, vous pouvez répondre quelque chose du style « Ah, j'arrive pas à croire que tu puisses te permettre de dire de telles choses à voix haute ». Ou un truc du genre où vous allez en fait pousser la personne à remettre en question ce qu'elle vient de dire et justement de dire que c'est déplacé ce qu'elle vient de dire sans l'attaquer. Parce que si elle vous attaque et vous défendez et à la fin ce sera juste un pêle-mêle de plein de trucs et on ne saura même plus qui est le méchant, qui est le gentil. Donc quand les gens viennent vers vous, que ce soit pendant les périodes des fêtes ou en général avec de la négativité, je sais c'est pas facile et je suis la première à le dire parce que moi aussi je vous ai dit aujourd'hui j'ai eu très envie de répondre à cette personne mais je me suis retenue et j'ai juste signalé son commentaire et je n'accepterai pas son commentaire ni son contenu et dans la vraie vie c'est pareil, si une personne vient m'insulter, vient me dire quelque chose de méchant, ben je n'aurai qu'à ne pas accepter ce qu'elle a à me dire. Et je vais lui souhaiter du courage et lui souhaiter du bonheur en fait parce qu'une personne heureuse, elle ne viendrait jamais avec de la négativité envers vous, que ce soit une personne qui vous connaît ou qui ne vous connaît pas. Alors là, si une personne ne vous connaît pas et qu'elle vient vous attaquer, je trouve encore pire parce que ça doit être vraiment triste sa vie. Mais en général, une personne qui vient vous critiquer, une personne qui vient vous insulter, une personne qui vient vers vous avec de la négativité, c'est impossible qu'elle soit heureuse dans sa vie. Imaginez une personne heureuse et épanouie qui vient attaquer les autres. Ça n'existe pas. Il n'y a que les personnes malheureuses qui attaquent les autres. Donc, gardez ça un petit peu en tête et essayez d'avoir un petit peu de la compassion envers ces personnes. Ensuite, un autre concept que j'aimerais introduire, qu'on introduise en décembre si vous voulez aussi avec moi, ce serait de... L'expression qui me vient, c'est make space. Make space, mais finalement, c'est pas make space dans le sens de l'espace, mais du temps. C'est-à-dire que si on voit par exemple en termes de blocs de temps, on a des blocs prédéfinis qu'on ne peut pas changer, comme par exemple le bloc de temps qu'on a pour travailler. On a des blocs de temps pour le sommeil, ça c'est très important, on ne devrait pas ranger de notre temps de sommeil pour faire autre chose. Mais par la suite, si on prend par exemple pour la semaine, on a 168 heures par semaine. Et si on commence à en déduire le temps qu'on passe au travail, qui est généralement 40 heures, le temps qu'on passe à dormir, etc., ben, il nous reste un bloc de temps. Ce bloc de temps, après, il y a les moments où on va faire notre ménage, les moments où on va faire notre cuisine, les courses, ce genre de choses. Et il nous reste un bon bloc de temps. Et en fait, il faut réfléchir à ce bloc de temps. En fait, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'au final, tous les êtres humains ont 168 heures par semaine. En fait, on a tous 24 heures par jour. Mais il y en a qui travaillent plus que d'autres. Il y en a qui ont des conditions plus difficiles que d'autres. Mais peu importe tous ces facteurs, en fait, on peut avoir un bloc de temps libre et choisir d'en faire quelque chose de vraiment conscient. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de juste prendre le temps d'analyser votre temps libre, les petites heures, les petites minutes, même un quart d'heure de libre que vous avez dans la journée. Qu'est-ce que vous en faites et de voir si en fait vous êtes satisfait de la manière dont vous passez votre temps. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez commencer à apporter des changements. Je ne peux pas vous dire quels sont les changements parce que chacun a ses préférences, nos vies sont différentes, mais je pense que vous saurez ce qu'il y a à faire. Vous pouvez voir les blocs de temps libres que vous avez, mais vous pouvez aussi peut-être déléguer certaines choses, automatiser certaines choses pour justement libérer un petit peu plus de blocs de temps libres que vous pourrez utiliser
quand vous voulez. Ensuite, je suis sûre que vous avez tous déjà entendu l'expression vous êtes la somme ou la moyenne des 5 personnes ou de vos 5 amis les plus proches ou un truc du genre. Et dans son livre The Power of Five, l'auteur nous dit vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent, vous êtes la moyenne des 5 choses qui vous inspirent le plus. Mes pensées sont la moyenne des 5 choses auxquelles je pense, mon corps et mon esprit sont la moyenne des 5 choses que je consomme, je suis la moyenne des 5 choses que je fais pour aider les autres chaque jour. Et je trouve que ça, c'est très important. Donc, comme on est à la fin de l'année, c'est bien de faire un bilan, de faire une petite analyse. Donc, pourquoi ne pas analyser justement toutes ces 5 choses? Essayez de prendre plus conscience des pensées, parce qu'en fait, les pensées qui se répètent dans notre tête, c'est 99% du temps la même chose qui se répète en fait sans arrêt. Donc, essayez de prêter attention aux pensées qui se répètent et essayez de déterminer quelles sont les 5 pensées qui se répètent le plus dans votre cerveau, dans votre esprit. Ensuite, essayez d'analyser votre consommation. Quels sont les 5 aliments ou 5 repas que vous consommez le plus? Quelles sont les 5 boissons que vous consommez le plus? Et quand on parle de consommation, on n'est pas en train de parler seulement de nourriture, etc. mais les médias que vous consommez aussi. Est-ce que vous regardez la télé? Si oui, quelles sont les 5 chaînes ou types de contenu que vous regardez le plus à la télé? En ce qui concerne les réseaux sociaux, quels sont les 5 réseaux sociaux par exemple sur lesquels vous êtes le plus actif? Quels sont les 5, Instagrammeurs que vous suivez le plus? Quels sont les 5 contenus que vous regardez le plus sur TikTok? Quels sont les 5 YouTubeurs que vous regardez le plus sur YouTube? Bref, essayez d'analyser un petit peu tout ce que vous consommez de manière générale dans votre vie. Et bien entendu, ça serait bien aussi d'analyser vos relations, ou du moins les gens qui vous entourent. Parce que même au boulot, par exemple, quels sont les 5 collègues qui vous entourent le plus au boulot? Avec qui vous passez le plus de temps? Avec qui vous interagissez ou vous échangez le plus? Quels sont vos 5 amis? Et essayez d'analyser tout ça parce qu'au final, oui, c'est vrai qu'on le veuille ou non, on est la moyenne de toutes ces 5 choses. C'est normal, c'est ce qui nous entoure le plus, donc c'est forcément ce qui nous ressemble le plus. Donc vous pouvez faire une analyse et voir si ça vous convient ou pas. Donc au final, si par exemple vos collègues, vos 5 collègues sont des personnes qui ne font que râler sur le travail, qui n'aiment pas travailler, qui n'ont que des choses négatives à dire, peut-être repenser vos échanges avec eux, peut-être minimiser les échanges avec eux. Si vos amis sont des gens négatifs, qui n'ont pas d'ambition, etc. et que vous voulez avoir de l'ambition, vous voulez accomplir des choses, vous voulez plus de positivité dans votre vie, peut-être diminuer les échanges avec eux et essayer d'échanger avec d'autres personnes, ne serait-ce qu'en ligne. Si le contenu que vous consommez, c'est que du contenu négatif, également ajuster ça. Bref, vous avez compris. Faites une petite analyse de tout ce qui vous entoure en fait dans la vie, de tout ce que vous consommez, même les lectures que vous lisez, tout ça, et essayez de voir si est-ce que tout ça est en alignement avec la personne que vous voulez être ou pas. Ensuite, parlons un petit peu des relations. La relation la plus importante dans votre vie, c'est la relation que vous avez avec vous-même. Quand on n'a pas une bonne relation avec soi-même, on a beau avoir les meilleures personnes autour de soi, ça ne va rien changer parce que le problème ne vient pas de l'extérieur, il vient de nous. Si on n'a pas une bonne relation avec soi-même, on ne trouvera pas un bon partenaire, de bons amis, etc. puisqu'on part sur une très mauvaise base qui est notre première relation et la plus importante et la fondamentale, qui est notre relation avec nous-mêmes. Et non seulement notre relation avec nous va avoir un impact sur toutes nos autres relations, que ce soit notre relation avec notre partenaire, nos parents, nos proches, nos collègues, toutes les relations qu'on a dans notre vie, mais en plus c'est quelque chose qui va affecter toute notre vie, pas seulement nos relations. Et un proverbe africain que j'aime bien, et je veux encore une fois vous faire une traduction approximative, qui dit « Quand il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, aucun ennemi à l'extérieur ne peut me faire du mal. » Et d'ailleurs, je vous ai tourné une vidéo sur un livre, je vous la poste la semaine prochaine, où j'ai abordé un petit peu ce sujet, où le livre en question aborde ce sujet, dans le sens où, en fait, quand ça va bien à l'intérieur de nous, quand on est serein, quand on est en paix, quand on a une bonne relation avec soi, qu'on est sûr de soi, de ses valeurs, et que en fait ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait
est en alignement avec nos valeurs et nos principes, en fait, même s'il y a des circonstances, des obstacles, des difficultés, ça n'a aucune importance. On saura les gérer. Mais quand à l'intérieur ça ne va pas, quand on n'est pas bien avec soi-même, on n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas en alignement avec ses propres valeurs et ses principes, en fait on se noie dans un verre d'eau. Il suffit d'un petit truc qui ne va pas et c'est la cata, on est submergé, on ne sait plus s'en sortir, c'est le drame. Et donc c'est pour ça que c'est très important en fait de cultiver une bonne relation avec soi-même. Et tout ça, c'est beaucoup de travail introspectif, que ce soit à travers l'écriture, que ce soit à travers la thérapie, que ce soit à travers la lecture de travaux qui ont été faits sur le sujet, qui pourront vous aider à déceler certaines choses, à faire des exercices par rapport à ça, etc. Mais c'est aussi, comme je vous ai dit, avoir de l'intégrité. Que vos pensées, vos paroles et vos actions soient vraiment en alignement avec vos valeurs. Si vous avez des valeurs et des principes, mais que vous agissez à l'encontre de ces derniers ou que vous dites des choses à l'encontre de ces derniers ou que vous pensez des choses qui ne correspondent pas à ça, eh bien, vous n'allez pas être en paix avec vous-même, vous n'allez pas avoir une bonne relation avec vous-même. Il y a aussi, par exemple, le fait de ne pas être autodiscipliné quand vous vous dites « je vais faire ça, ça, ça et ça » et vous ne le faites pas. C'est-à-dire qu'un petit peu vous vous décevez vous-même, que vous n'avez pas vraiment confiance en votre parole vous-même, que vous ne tenez pas vos promesses à vous-même. Vous voyez, tout ça, tous ces petits trucs qu'on a tendance à négliger, ça compte. Quand vous n'êtes pas votre priorité, quand vous laissez tous les autres vous marcher dessus, c'est-à-dire que vous n'avez pas une bonne relation avec vous-même. Parce que imaginez une personne que vous aimez énormément. Pensez à la personne que vous aimez le plus dans votre vie. Est-ce que vous laisseriez quelqu'un lui parler mal, lui dire des atrocités ? Est-ce que vous ne la laisserez pas se reposer même quand elle en a vraiment besoin? Si la réponse est non, pourquoi est-ce que, je dis pas que vous le faites, mais si vous le faites, pourquoi est-ce que vous le feriez à vous-même? Parce que vous êtes censé être une personne que vous aimez, que vous priorisez. Donc essayez de remettre de l'ordre par rapport à tout ça. Bien entendu, toujours on démarre avec une analyse, un bilan pour voir où on en est et par la suite voir ce qu'on peut faire par rapport à tout ça. Et je vous recommande de voir ma prochaine vidéo qui est un résumé d'un livre qui parle un petit peu de tout ça. Donc j'espère que tout ça vous aura motivé, inspiré à prendre les choses en main, à en fait introduire de petits changements. Vous voyez, c'est pas vraiment de grandes choses, à essayer d'élargir votre perspective par rapport à pas mal de choses et essayer de mettre une bonne fondation pour commencer ce début d'année. Quand vous pouvez le voir, je vous ai pas dit on va faire de l'exercice physique, on va faire ceci et cela, parce que je pense que le plus important en fait c'est ça. Si ça ne va pas, tout le reste n'ira pas. C'est pour ça que je vous ai proposé les trucs géniaux à écrire tous les jours, la gratitude et la méditation, parce que ça, c'est ce qui va remettre notre mental dans une bonne position, dans un état qui nous permettra justement de pouvoir apporter d'autres changements positifs, de pouvoir travailler sur nos objectifs, etc. Mais si on commence l'année mais que ça ne va pas trop là, qu'on a des pensées négatives, qu'on n'est pas dans un bon état d'esprit, ça va rien changer parce que on n'aura pas envie de faire les choses, on n'aura pas la motivation ni l'inspiration. Donc encore une fois, dites-moi comment est-ce qu'on pourrait s'organiser pour se motiver durant tout ce mois de décembre, qu'on puisse papoter un petit peu tous les jours et peut-être même, je trouve que ça serait super sympa. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je tourne mes vidéos, il y a un de mes chats qui me mord, sachant que celle-là, elle ne me mord jamais. Ça peut être l'effet de la caméra. Bref, tout ce qui est les trucs géniaux, qu'on trouve géniaux dans la vie, ça on pourrait se le partager. Parce que les trucs pour lesquels on est reconnaissant, je trouve que c'est assez personnel. Moi, personnellement, j'aimerais pas partager ça. Mais les trucs géniaux, ça me dérange pas. Donc ça serait génial qu'on puisse se partager comme ça, s'inspirer. Et c'est de la positivité, donc ça va apporter un petit peu plus de positivité pour chacun. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous inspire, qu'elle vous sera utile. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Comme chaque année, cette fin d'année, je vais vous faire des vidéos quotidiennes qui normalement arriveront la fin de semaine, j'arrive plus à parler.
la dernière semaine de décembre et la première semaine de janvier où je vous ai préparé plein de vidéos justement pour bien finir l'année, pour bien commencer la nouvelle année 2025 et on se retrouve la semaine prochaine.